Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission numéro 9 des Petites Têtes. Sont avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer par les dames. Sophie. Alisa. Daniel la guest star. Sandra. Et Alexandra Dayan. Qui représente aujourd'hui Suzanne, ma glycérine à moi, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, qui sera là dès la semaine prochaine. Faudrait quand même préciser une fois pour toutes qui est glycérine, qui est nitro. Ça dépend des jours. Vous jouez une mi-temps dans chaque camp, d'accord. Voilà. Les hommes, nous avons David. Serge. Sergio. Carlos Mendes. Et Guy Mimou. Ça fait 9 émissions et tu sais pas encore que c'est Maymoun. Oh merde. Attendez, j'ai un truc à vous raconter. Tu vas peut-être alors c'est un peu privé, mais c'est pas grave, on va le révéler au monde entier, à cet auditoire. Ça n'a pas de connotation sexuelle. Non, à cet auditoire qui est de plus en plus nombreux. Guy Maymoun, qui est donc d'origine tunisienne, et Alexandra Dayan, d'origine marocaine. Je vais vous raconter ce que ce monsieur m'a dit, mais sans aucun scrupule, l'année dernière, en période de Pessah, puisque nous approchons des fêtes de Pessah. Il m'a assuré noir sur blanc que la Mimouna, vous savez, la Mimouna, que la Mimouna était d'origine tunisienne, d'ailleurs c'est bien connu. La Mimouna vient de l'étymologie de Mimoun, et c'est pour ça que c'est tunisien. Alors j'en ris encore, ça fait 365 jours quasiment qu'il m'a sorti cette énormité, que la Mimouna était d'origine tunisienne, et voilà, excuse-moi, c'est à chaque fois que je dis ton nom, je me souviens de cette énormité que tu m'as dit il y a un an. Ah, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas un rabbin. Un rabbin, d'où un rabbin? Non, mais de la manière dont tu l'as dit, c'est... C'est toi qui m'as raconté cette énormité. Alors, je vais t'expliquer une petite chose, si tu permets. Allez, on va rigoler maintenant. Il y a de cela 2 siècles, une famille tunisienne s'est exilée au Maroc. Comment te dire, il y a 10 personnes autour de cette table, on est tous morts de rire. Même les Ashkénazes rigolent. C'est une majorité d'Ashkénazes et d'Algériens. Voilà. Ouais, c'est ça. Heureusement que les Tunisiens, on est là. Ouais. Je rêve. Donc il faut donner à César ce qui appartient à César, et en l'occurrence la Mimouna. César était à la Mimouna, t'as raison. Et César était à la Mimouna et il a mangé. C'est leur Mimouna, c'est des crêpes là, la confiture, n'importe quoi. Et tu sais quoi, les Israéliens ils seraient bien malheureux sans la Mimouna le dernier jour de Pessah. Ouais, parce que les Israéliens, tout ce qui est bouffe, ils adorent ça, mais juste pour dire que cette année Pessah, ça sera comme l'année dernière, c'est-à-dire un petit peu compliqué en Israël, et que nous terminons les fêtes exactement comme en France. Parce que Pessah se terminant un vendredi soir, on ne peut pas terminer un vendredi soir, donc on aura une journée de plus de Pessah. Mimouna, ce sera donc le samedi soir. Et tant mieux. Merci Rabbi Alexandra. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui s'est empressé de juger le soldat de Hébron qui avait tiré à plusieurs reprises sur un terroriste à terre? C'est un soldat franco-israélien qui n'a pas tiré à plusieurs reprises, qui a tiré une fois effectivement, ayant peur que Palestinien qui était armé d'un couteau et qui venait déjà d'attaquer des soldats, a blessé un soldat, a pensé qu'il avait une ceinture d'explosifs et donc effectivement a tiré à bout portant. Et cette histoire est en train de faire un scandale en Israël, mais dans le monde entier, puisque la presse française, en tout cas je ne sais pas, la presse est comme à son habitude, la presse française s'est empressée de reprendre l'affaire en disant qu'un soldat israélien avait abattu de sang froid un Palestinien innocent. Et la controverse continue encore et les enquêtes se poursuivent. Alors il y a d'autres enquêtes il est sorti, ça y est, depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi matin, voilà. Mais tu l'as dit, il y a des enquêtes qui se poursuivent parallèlement, et la première des enquêtes, que faisait le photographe de l'association d'extrême gauche Bethlehem sur les lieux d'un attentat? Était-il au courant, ou même mieux leur réalisateur? C'est les questions que se posent des associations d'extrême droite qui ont porté plainte auprès du procureur pour savoir exactement s'il n'y avait pas là-dessus une collusion, histoire, encore une fois, salir Tsahal. La seule chose qui est vraiment très embêtante dans cette histoire, c'est que nos jeunes donnent leur vie et donnent 3 ans de leur existence à l'armée israélienne et à l'État d'Israël. On est en état de crise dans le monde entier, état de guerre, et particulièrement en Israël. À partir du moment déjà où il y a un homme qui se balade avec un couteau et qui attaque des soldats, il sait pertinemment qu'il risque sa vie. Oui, effectivement, un soldat a un devoir de réserve,
ne peut pas tirer comme ça à bout portant comme il veut et quand il veut. Mais à un moment donné, on peut pas condamner non plus un soldat de 19 ans. Qui fait partie de nos enfants d'ailleurs. C'est ça, exactement. Et qui a protégé ses collègues soldats qui venaient de se faire poignarder. Point barre. Tu remets même en plus le Khayal en porte-à-faux. Parce que si c'était le contraire, il n'aurait pas tiré sur le terroriste. Et le terroriste, il aurait tiré ou se fait exploser. On aurait dit ah mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas appliqué les règles. Moi je trouve que le soldat mérite une médaille. Oui, moi je pense que c'est un héros également. Absolument que l'État d'Israël soutienne ces Khayalim. Exactement. On peut pas demander à un jeune de 19 ans de porter une arme et d'être dans des situations critiques face à des Palestiniens qui se baladent avec des bombes et des couteaux. Des terroristes. Des terroristes, voilà. Donc on est en état de guerre, c'est la guerre. Et la guerre, il y a un risque de mourir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est... La guerre, on n'est pas dans un pays de bisounours. Une autre affirmation, c'est que après enquête, on s'est aperçu que tous ces appareils photo, vidéo, etc., qui arrivent comme par hasard dans les mains de cette association, sont payés pour la plupart, pour 98%. Par Obama. Non, pas par Obama, par l'Union européenne. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, mais on tourne en rond. Hein. On va essayer de tourner en carré avec une petite citation. Allez. Alors une citation, mais là je voudrais que tout le monde participe. Les Ashkénazes, les Séfarades, les Portugais, enfin tous. Et les Maïmoun. Et les Maïmoun. Et les Maïmoun, qui ne pas confondre avec Mimoun. C'est une citation, je vous demanderai de me dire qui l'a dite. À grand pouvoir, grande responsabilité. À grand pouvoir, Churchill. Non. Ça c'est dans Spider-Man. Bravo, t'as lu mon papier. Enfoiré, il a lu mon papier. Je te promets que non. C'est l'oncle de Peter Parker qui lui a dit dans la voiture. Exactement. C'est une citation qu'il a reprise quand même, que tu saches. On l'attribue cette citation. Spider-Man, un Ashkénaze de Pologne, si. Oui, c'est ça. Pologne, Spider-Man. On attribue quand même cette citation à Socrate, à d'autres philosophes traitant de le difficile problème du pouvoir, tels que Montesquieu, Hobbes, Locke ou encore Machiavel. Une dernière citation et après on passera à une histoire drôle. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Qui a dit ça? Le roi Salomon. Non. Le roi Salomon. Bravo Sergio. Bravo Sergio. Sergio, c'est vraiment magnifique, extraordinaire. C'est dingue parce que tout le monde pense que c'est Lao Tse qui a dit cette citation. Tout le monde pense que c'est Lao Tse parce que quand on la cite, souvent on dit d'après Lao Tse, on tombe 7 fois et on se relève 8. Ça veut dire que quand on va mal et qu'on se casse la figure dans la vie, il faut de toute façon se relever. Et c'est après s'être cassé la gueule plusieurs fois qu'on commence à prendre un peu de chokhma. Voilà. Donc si c'est la 3e fois, soyez patient. Hein. Il y en a 4 à prendre dans la gueule encore. Voilà, exactement. Allez, une petite histoire blague par Sergio. Alors au Sentier à Paris, un commerçant chinois va voir un commerçant chinois. Il va voir son voisin Eli pour se plaindre qu'il s'est encore fait cambrioler pour la 37e fois ce trimestre. Alors que tous les autres commerçants juifs, eux, presque pas. Eli le console comme il peut, mais il lui dit mais qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment est-ce que je peux t'aider? Le chinois lui répond tu me vends mezouza, il faut mezouza à magasin. Alors Eli lui répond mais t'es pas juif, tu crois que les voleurs ne viendront pas parce qu'il y a une mezouza? Dieu protège magasin avec mezouza, donne-moi mezouza, moi veux mezouza. Bon, très bien, je t'en apporte une. Une semaine après lui avoir fourni la mezouza, le chinois revient voir Eli et Eli lui demande bah alors, tu t'es quand même fait cambrioler? Non, pas une fois. Moi te rendre mezouza quand même. Mais pourquoi? Si ça protège des cambriolaires. Protection cambriolage, parfait. Mais toute la journée, beaucoup trop de rabbins venir demander de tzedaka. Très bonne. Une autre citation, celle-là tout le monde la connaît. Gamzu Letova, qui l'a dite? Le rabbi de Lubavitch. Non. Schneerson. Non. Réfléchis. Réflexion alors. Gamzu Letova, tout est pour le bien. Oui, d'accord, mais qui l'a dit? Non. C'est un rabbi. C'est un rabbi, c'est qui? Un petit indice. C'est dans le Talmud. Alors c'est Dieu. Non. C'est écrit de la Torah. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Non. Qui a écrit le Talmud? Non. Rachi. Alisa, toi tu connais? Tiens, regarde, c'est marqué. Je te donne la réponse, Alisa. Tu vas le lire ou pas? Non, On veut t'entendre. je vois pas. Elle voit pas. Bah, elle a pas ses lunettes donc. Donc c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Attends. Eliyahu Hanavi. Non. Ok. Bah non, mais si tu vas me dire tous les prophètes, on est là jusqu'à demain. Alors, c'est Nahum Ish Gamzu. Ah oui. Une autre blague d'Alexandra. À la piscine, il y a un nageur qui se fait enguirlander parce qu'il fait pipi dans l'eau. Mais enfin, vous exagérez. Je suis pas le seul à faire ça. Bah si, monsieur du plongeoir, vous êtes bien le seul. Tout le monde a compris. Oh le faux rire. Parce que tu l'avais déjà sorti. J'ai déjà raconté. Oui, c'est pour ça qu'on rit. Voilà, donc c'est un gars qui est au casino. Il a joué, il a tout perdu. Donc il ressort comme ça, il met la main dans sa poche, et il se retrouve avec un jeton de 20 €. Il dit ah là là, 20 € là maintenant, si j'étais à l'intérieur.
allez, je joue le 13. Et il entend comme ça de dehors, 13 rouge impair. Il dit, bon, maintenant avec tout ça, je joue le 26. Le 26, noir impair. Maintenant, avec tout ce que j'ai ramassé, je mets tout sur le 7. Et il entend la roulette, 7 rouge impair, c'est pas possible. Il prend les 20 euros, il court sur la table comme ça. Pour le personnel. J'ai pas compris. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que le gars il joue dans sa tête. Il joue pas réellement. Voilà. Et le reste de truc. Voilà. Très bonne. C'était en gros, c'était une marsoute numéro 2. C'est ça? Voilà. Alex. Comment on ramasse une papaye? Avec une foufourche. Avec une fourche. Je l'ai raconté à Christophe de Chavannes cette histoire-là. Et Christophe de Chavannes m'a regardé. Il pourra confirmer d'ailleurs dans une prochaine émission. Voilà. Christophe de Chavannes, je lui ai raconté, il me l'a regardé de travers en me disant elle est nulle ta blague. Et j'étais vexée comme un pou parce que je la trouvais vraiment très bonne. Et 4 jours après, il passait sur France 2 à la télévision et il l'a raconté. Et j'étais folle de rage en me disant quel chien ce de Chavannes. Avec non, il l'a fait pour un public qui était à même de comprendre. Voilà. C'est un œuf qui rencontre un autre œuf et lui dit, dis-moi, comment ça se fait que t'es tout vert? Il dit, parce que je suis un kiwi, connard. Elle est rigolote. Alors Arafat, hospitalisé à Paris, se réveille d'un premier coma et interroge son médecin. Mais docteur, qui êtes-vous? Je suis le professeur Cohen. Véridique, l'émotion est trop forte, c'est l'alerte cardiaque à nouveau. Les médecins se précipitent et réussissent à réanimer le leader palestinien. Il se réveille et il demande. Où suis-je? Demande-t-il alors. Vous êtes à l'hôpital de Villejuif. Répondent en chœur les médecins. Nouvelle alerte, le cardiologue prévient. Encore une alerte comme celle-ci et je ne réponds plus de rien. Arafat ouvre une dernière fois les yeux. Mais pourquoi fait-il si gris? Et tous de répondre en chœur. Il fait un temps Mossad. Et Arafat ferme les yeux pour toujours. Citation. Le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut pas se permettre. Qui a dit ça? Golda Meir. Bravo Sophie. Exceptionnel. Elle dit non merci, Oui. j'ai déjà Une dernière citation. Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion. Qui a dit ça? Le djihad islamique. Non. Ben Gourion. Non, je pense pas que ce soit un juif. Hein. Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion. Un indice. Non, je peux pas donner d'indice. Alors donne-moi la feuille. Woody Bon, Allen. alors je vais donner. Je vais donner un indice quand même. Une station de métro. Voltaire. Oui, bravo Sergio. Il est fort mon mari. C'est pour ça que je l'ai choisi. Extraordinaire. Bravo. Il connaît toutes les stations de métro. Bravo. Il connaît toutes les stations de métro. Il est mort de rire. Dardenne, je te jure, tiens, ma boule. Et il y a une dame qui promène son chien et il y a un mec qui passe et qui lui dit alors, tu promènes ta vache? Ah, la dame elle lui dit vous voyez bien que c'est pas une vache, c'est un chien. Il dit mais je te parlais pas toi, je parle à ton chien. Méchante. Elle est hard. Elle est méchante. Après les attentats, le parti Islam espère que la Belgique deviendra un jour un État islamique. Vous savez qu'ils ont déjà 3 candidats dans les communes d'Anderlecht, Molenbeek et Bruxelles-Ville. Le parti Islam étant encore inconnu il y a 3 mois, s'en est plutôt bien sorti puisqu'il est parvenu à décrocher 2 élus en 3 mois. Imaginez-vous un petit peu ce qui se passe en Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez? Que la Belgique est déjà islamiste. Elle part en sucette. Ça y est, c'est leur perte, c'est le début de la fin. La Belgique, le nord de la France, ça commence comme ça et puis ça descend tout doucement. Je crois que la première ville islamique en France est Roubaix. Ah, c'est plus Marseille? Je crois que c'était Marseille moi aussi. 80% de musulmans à Roubaix. Ils veulent instaurer la charia. Prochaine étape, la charia. Hier sur le câble, j'ai eu enfin le courage de voir le film d'Arcadie, 24 jours Ilan Halimi. À la fin de ce film, bien évidemment, bon, j'étais en larmes et très choquée et bouche bée. Mais mon Dieu, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, ce film, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont beaucoup hésité. Il faut aussi du courage pour pouvoir regarder la réalité en face. Féliciter Zabou Bretman pour le rôle de Ruth, la mère d'Ilan Halimi, qu'elle a joué admirablement bien. Mais surtout, c'est là où on voit la folie de la police. Un film qui a été quand même boycotté par les chaînes françaises puisqu'elles ont refusé de coproduire. Elles ont refusé de coproduire, ça a été diffusé, j'étais même très étonnée de le voir à la télévision parce que je sais que a priori c'est un film qui ne passera ni sur TF1, enfin en tout cas pas sur une grande chaîne. Bon, c'est vrai qu'il est d'une grande violence psychologique. Et mais pourtant ce n'est que la réalité. Mais ça n'est que la réalité. Et voilà, donc j'étais hier bouche bée devant ma télé à la fin du film, devant le générique. Allez, dans un autre registre, et histoire de décompresser un petit peu, dans un village centrafricain naît un bébé blanc.
Le papa, vexé, se pose des questions et trouve une réponse. Alors il va voir le missionnaire, seul blanc dans la tribu. Le missionnaire lui explique que c'est la nature et il lui dit encore, pour étayer sa théorie, regarde ton troupeau de moutons, tous sont blancs, sauf un noir. Alors, le papa regarde le missionnaire dans les yeux et lui dit, d'accord, alors moi je ne dis rien pour le bébé et toi tu ne dis rien pour le mouton. Pour le mouton. Rire falso de Sergio Nisa. Une petite de Sergio. Un père à son fils. Fiston, dès que je te récupère ce week-end, on part aux USA. Mais t'es sérieux? Putain, mais c'est trop génial, mais comment ça se fait? Bah, j'ai reçu ton bulletin et là-bas la peine de mort est autorisée, petit con. Dans le registre des connards, moi aussi j'en ai une. C'est un plongeur à bouteille qui est en train de contempler la faune sous-marine. Il est à moins 15 mètres lorsqu'il remarque un gars à côté de lui en apnée. Aucune bouteille d'oxygène, quoi que ce soit, de l'équipement d'un plongeur traditionnel. Le plongeur à bouteille descend alors jusqu'à moins 20 mètres, mais il se fait rapidement rejoindre par l'apnéiste, celui qui n'a rien. Bon, il se dit on va aller plus loin. Donc il descend à moins 30 mètres, mais ne tarde pas à voir le gars en apnée se rapprocher de lui. Alors énervé, le gars en bouteille, il prend sa petite ardoise et ça crie sur son écritoire hydrofuge. Qu'est-ce que vous foutez si bas sans équipement? Et l'autre prend la craie et il lui répond, je me noie, connard. Allez, c'est ainsi que se termine cette 9e émission. Alors à tous, merci à tous d'être venus et toutes et tous. Allez, au revoir à tous, Shabbat Shalom, à la prochaine.